Je vous remercie, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, je reviendrai très brièvement sur la présentation de l'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, parce que j'ai découvert au cours de nos débats que nous étions environ 130, alors que, si j'ai bien compris, les avocats agréés à la Cour suprême d'Algérie sont environ 9000. J'ai compris également que c'était simplement une question d'ancienneté qui leur permettait de devenir agréés à la Cour suprême. Et je voudrais rappeler que, pour ce qui nous concerne, nous sommes d'abord des avocats, et puis il n'y a pas de question de délai. En revanche, il y a un stage obligatoire d'au moins 3 ans, dans un cabinet, et également avec des travaux pratiques au sein d'un institut qui est l'Institut de formation et de recherche des avocats de conseil, et surtout un examen professionnel, le CAPAC, qui est contrôlé par un jury dont les avocats au Conseil n'ont pas la majorité, puisque ce sont des membres de la Cour de cassation, des membres du Conseil d'État, un membre de l'université qui font la majorité de ce jury. Donc il y a une sélection très sérieuse pour devenir avocat au Conseil. Les particularités de la procédure devant la Chambre criminelle de la Cour de cassation sont intéressantes et je me rapproche de ce qu'a dit mon confrère Bousquia tout à l'heure. D'abord parce que le pourvoi doit être formé au greffe de la juridiction et non pas au greffe de la Cour de cassation, contrairement à ce qui se passe en matière civile, par l'intéressé lui-même, ou par un avocat au barreau de cette juridiction, ou par un mandataire spécial. Ce délai qui est imparti pour faire le pourvoi est de 5 jours francs à compter du prononcé de la décision, c'est l'article 168 du Code de procédure pénale, et, point important, ce pourvoi doit être formé dans le délai de 5 jours, même si le texte de la décision après le pourvoi n'est pas disponible. J'ai cru comprendre qu'en Algérie, c'était souvent 45 jours pour obtenir une décision, le texte d'une décision. Ce qui veut dire que lorsque l'on forme le pourvoi, on ne sait absolument pas si l'arrêt est susceptible de faire l'objet d'une critique en droit. Et ce qui aggrave les choses, c'est que, une fois passé ce délai de 5 jours, une fois le dépôt à déposer, le demandeur doit déposer au greffe de la juridiction, dans un délai de 10 jours, un mémoire signé par lui contenant ses moyens de cassation. Le mémoire doit être signé par lui et non par un avocat muni d'un pouvoir spécial. Il doit être rédigé en français et contenir des moyens intelligibles. Un délai complémentaire d'1 mois est accordé au demandeur qui est condamné pénalement pour transmettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire sans le recours d'un avocat au Conseil. Mais seul le condamné pénalement bénéficie de ce délai d'1 mois. Les autres parties ne bénéficient donc que du délai de 10 jours, sauf à ce qu'il constitue un avocat à la Cour de cassation dans ce délai d'1 mois. Auquel cas, l'avocat à la Cour de cassation qui s'est constitué dans ce délai bénéficie d'un délai complémentaire, puisque c'est le conseiller rapporteur, une fois qu'il est désigné, c'est-à-dire qu'une fois qu'en réalité le dossier de la Cour d'appel est arrivé au greffe de la Cour de cassation, c'est donc le conseiller rapporteur qui lui a imparti un délai qui est en général de 2 mois pour produire un mémoire contenant les moyens de cassation. Donc c'est à la fois très souple, puisqu'il n'y a pas besoin de ministère d'avocat, l'intéressé peut faire son pourvoi tout seul, et c'est en même temps très strict, puisque
bien souvent, la personne qui n'a pas constitué avocat à la Cour de cassation dépose un pourvoi et dépose un mémoire sans avoir le texte de la décision qu'il prend du pourvoi. Par conséquent, à la fois tout est fait pour faciliter l'accès à la Cour de cassation, forme du pourvoi et dispense du ministère d'avocat. À cela s'ajoute le fait que la Cour est régulièrement saisie, même en l'absence de mémoire. C'est ce que disait tout à l'heure M. l'avocat général Capella. Il lui appartient de vérifier notamment si les règles de procédure les plus importantes ont été respectées, et elle pourra casser un arrêt parce que les règles n'ont pas été respectées, alors même qu'aucun mémoire n'a été produit. Mais en même temps, en face de cette souplesse, il y a une grande difficulté à obtenir une cassation, compte tenu de la brièveté du délai de pourvoi, 5 jours, et de la brièveté du mémoire lorsqu'il n'y a pas d'avocat au Conseil. Cela se traduit dans les statistiques. J'ai produit à l'appui de mon plan des statistiques qui démontrent qu'il y a 40% de déchéance, mais que, et malgré tout c'est assez encourageant, dans le cas des pourvois qui sont suivis, c'est-à-dire qui font l'objet du dépôt d'un mémoire par un avocat au Conseil, les cassations sont tout de même de 21%, ce qui n'est pas négligeable. Alors, quels sont les privilèges et les contraintes pour les avocats au Conseil? Les privilèges sont évidents. Les avocats au Conseil bénéficient de délais d'instruction confortables et ils bénéficient du monopole de la parole lors de l'audience. Il faut nuancer ce bénéfice parce que les avocats au Conseil ne pratiquent pas beaucoup les plaidoiries, et lorsqu'ils demandent à plaider, il faut d'abord obtenir l'autorisation du président, et le président insiste pour que ces plaidoiries soient maîtrisées. C'est-à-dire notamment que lorsqu'il y a plusieurs pourvois formés contre un même arrêt, ou plusieurs pourvois formés contre plusieurs arrêts qui posent la même question et qui viennent à la même audience, les avocats au Conseil doivent se concerter entre eux pour qu'ils ne se répètent pas et qu'il y ait un seul qui soutienne le point de vue des pourvois. Et puis, il faut surtout être conscient du fait que ces avantages, s'ils sont accordés, ce n'est pas pour le bénéfice d'une corporation, mais c'est pour assurer une meilleure défense des intérêts des justiciables. Et les contraintes, elles apparaissent aussi dans la rédaction des mémoires, et particulièrement des moyens de cassation. Sur ce point, la situation a un petit peu évolué, et depuis 2019, il est demandé aux avocats au Conseil, lorsqu'ils déposent un mémoire ampliatif, de faire premièrement une présentation du mémoire en indiquant les points de droit à juger, en appréciant la question posée. S'agit-il d'une question nouvelle, d'une question classique, d'une question sérielle, d'une question transversale, voire d'une demande de revirement, et en précisant également si il suggère, en cas de cassation, qu'elle intervienne sans renvoi. Quant à la rédaction des moyens, là aussi, elle a évolué. On a évoqué ce matin la question de la rédaction et la nouvelle rédaction des moyens. C'est comme devant les chambres civiles, devant la chambre criminelle. Le moyen est rédigé maintenant de manière très simple, puisque le moyen, dans un premier temps, le moyen comporte maintenant 2 parties au lieu d'en avoir 3. Première partie, il énonce le dispositif de l'arrêt critiqué, et deuxième partie,
alors qu'il énonce la critique en visant les textes et les principes qui sont applicables. Alors, j'ai bien compris des débats de tout à l'heure que le problème est la charge de travail de la Cour suprême et le nombre invraisemblable de pourvois. Bien entendu, les 7000 pourvois dont se trouve saisie la Chambre criminelle de la Cour de cassation sont sans commune mesure avec le nombre des pourvois enregistrés en Algérie. Mais je tiens aussi à préciser que la charge de travail s'apprécie non seulement en nombre de pourvois, mais également à la difficulté de donner suite, de répondre aux pourvois. Et c'est ainsi que M. le Président de la section de la Chambre criminelle tout à l'heure nous a dit qu'il y avait des pourvois qui comportaient des centaines de moyens, tous plus infondis les uns que les autres, mais auxquels il faut répondre. La discipline que s'imposent les avocats au Conseil et qui leur est imposée fait que la charge de travail par dossier est moins lourde que si la Cour de cassation est saisie de mémoires personnelles qui peuvent partir dans tous les sens. À cette modification satisfaisante dont je me réjouis personnellement de la rédaction des moyens, s'est ajoutée la modification de la rédaction des arrêts. Et il est vrai qu'aujourd'hui, les arrêts sont beaucoup plus clairs qu'autrefois. J'ai produit à l'appui de mes notes deux types d'arrêts, un arrêt ancienne méthode et un arrêt nouvelle méthode. L'arrêt nouvelle méthode est beaucoup plus lisible pour un profane, puisque la Chambre criminelle énonce le moyen et ensuite, par un chapitre distinct, donne sa réponse au moyen. Donc le moyen est parfaitement dissocié de la réponse faite par la Cour de cassation, alors que dans l'ancienne version, le moyen était un petit peu mêlé dans le corps de l'arrêt, ce qui fait que les profanes s'y perdaient. Et à titre anecdotique, je vous dirais qu'il y a quelques années, j'avais un correspondant avocat à la Cour, qui était par ailleurs professeur de droit, qui s'étonnait que je ne soulève pas un moyen qui avait été accueilli par la Chambre criminelle de la Cour de cassation. Et il m'envoie l'arrêt, et en réalité, il n'avait pas compris que ce qui nous donnait raison, c'était le moyen de cassation, et qui faisait l'objet, au paragraphe d'après, d'un rejet. Donc c'est dire que les arrêts de la Cour de cassation ne sont pas toujours très faciles à lire, mais la nouvelle rédaction permet, à mon avis, une meilleure compréhension des choses. Voilà, je sais que votre temps est précieux et que le temps est passé largement, donc je me réserve de développer un peu tout cela dans mon texte écrit et suis à votre disposition si vous souhaitez poser des questions complémentaires. Merci beaucoup, mon cher confrère. Il me semble que le ministère d'un avocat auprès de la Cour suprême n'est pas obligatoire. Auprès de la Cour de cassation, oui. L'appellation est différente, c'est vrai. Oui. On peut parler là ou pas? Oui. Devant la Chambre criminelle, le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, effectivement. Et comment éviter, justement, puisque il appartient au condamné éventuellement de formaliser lui-même son pourvoi. Il ne maîtrise pas ni la procédure, ni les moyens.
C'est bien pourquoi moi je considère que c'est un avantage qui est un peu trompeur, parce que effectivement il peut difficilement soutenir des moyens. Alors surtout encore une fois que lorsque le pourvoi est déposé et lorsque le mémoire est déposé, bien souvent il n'est pas encore en possession du texte de l'arrêt. Je vous remercie.